OK, donc merci à tout le monde d'être là. Donc, c'est un plaisir de continuer avec une nouvelle session du séminaire français d'optimisation. Nous avons le plaisir d'accueillir Nelly Pustelnik, qui est au laboratoire de physique de l'ENS Lyon, actuellement à Louvain-la-Neuve, et qui nous parle d'application en traitement de signal et d'image des méthodes proximales et de descente de gradient. Merci. Alors tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. J'ai beaucoup de chance là, de pouvoir vous présenter ces travaux aujourd'hui. Donc, je vais commencer par introduire le contexte. Donc, les travaux que je vais vous présenter sont d'une part effectués en collaboration avec Barbara Pascal et Patrice Abré, et d'autre part avec Louise Brissenieux. Alors, le plan de ma présentation aujourd'hui est le suivant. Donc, dans un premier temps, je vais vraiment vous réintroduire pourquoi on utilise des algorithmes proximaux en traitement du signal et en traitement d'image. Ensuite, on regardera un exemple plus particulier qui est un exemple de segmentation de texture. Donc, on a regardé dans le cadre de la thèse de Barbara Pascal. Alors, c'est un exemple qui est particulièrement intéressant parce qu'on va justement, la fonction objective qu'on va construire va avoir plein de propriétés, elle va être fortement convexe, on va pouvoir calculer le prox de la tâche aux données, son gradient aussi parce que la tâche aux données sera différenciable. Et donc, on va pouvoir faire dans ce contexte-là des simulations numériques, on va comparer des méthodes plutôt basées prox et des méthodes plutôt basées gradient. Donc là, ça sera vraiment la formulation d'un problème avec des bonnes propriétés et des résultats numériques associés. Et alors ensuite, dans un troisième temps, ce que je vous présenterai, c'est plus la collaboration avec Louis, qui qui regroupe finalement plusieurs résultats qu'on peut retrouver dans la littérature, avec de nouvelles preuves pour certains. Mais l'idée, là, c'est de prendre plusieurs algorithmes classiques, forward-backward, Douglas-Ratchford, de regarder dans un cadre fortement convexe quels sont les taux de convergence qu'on va obtenir, et de regarder sur un problème de traitement du signal simple, comment se comparent finalement ces taux théoriques avec les taux numériques. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez surtout pas. Alors, ce qu'il faut voir, donc je suppose que pour beaucoup d'entre vous, tout ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais je vais quand même me permettre de le réexpliquer. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les algorithmes proximaux sont venus et ont été de plus en plus utilisés en traitement d'image avec l'apparition des ondelettes. Alors pourquoi? Tout simplement, donc les ondelettes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet d'avoir une représentation parcimonieuse de la plupart des signaux, des images. Donc là, vous voyez, vous avez une image, et là, c'est la représentation en ondelettes associées. Donc je vais réexpliquer après comment vous obtenez ça, mais ce qu'on peut voir juste en regardant cette image de coefficient, c'est qu'on va faire une représentation parcimonieuse, c'est-à-dire que l'information d'intérêt va se retrouver uniquement sur quelques coefficients. Et donc ça, c'est une propriété qui va être très intéressante en signal, en image. Et alors, juste pour vous expliquer, parce que cette construction multi-échelle, elle va revenir aussi quand je vais vous parler de segmentation de texture après. Donc, je veux juste vous expliquer comment on l'obtient. Donc, l'idée, c'est de prendre cette image, de faire des opérations de filtrage horizontaux et verticaux, qui vont permettre d'extraire les coefficients. Donc là, vous voyez, ça va être les coefficients horizontaux. Ici, on va avoir plutôt les coefficients donc plutôt horizontaux ici, verticaux ici et diagonaux. Et donc là, on va faire ces opérations de filtrage plutôt haute fréquence qui vont nous permettre d'avoir ces coefficients donc, dans différentes directions, suivis de décimation. Donc, ce qui va faire qu'on va obtenir des images de coefficients horizontaux, verticaux, diagonaux, mais à une résolution plus faible. Et puis après, on va reproduire ces opérations de filtrage à l'échelle plus fine et ainsi de suite. Alors, cette opération qui permet de passer de cette image qu'on notera G à ces coefficients qui sont notés zeta se font par une transformée linéaire que l'on note F. Alors, un des intérêts de la transformer en ondelette dans le cadre des images, c'est de rendre parcimonieux. Et l'autre intérêt, c'est que si maintenant, sur cette image, on rajoute du bruit, le bruit va se répartir sur l'ensemble des coefficients.
Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on part d'une image. Alors, le bruit n'est pas forcément très présent, ça ne se voit pas trop à l'œil nu, mais quand on regarde les coefficients d'ondelette, là, on voit qu'il va y avoir du bruit un petit peu sur toutes les différentes... sur les différents coefficients horizontaux, diagonaux, verticaux et aux différentes échelles. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que le bruit va être réparti partout, mais va rester d'une amplitude qui sera plus faible que celle des coefficients liés au contour dans l'image. Et donc, une manière d'éliminer le bruit, ça va être de seuiller les coefficients. Donc, de mettre à 0 les valeurs entre, mettons, une certaine valeur moins lambda et plus lambda. Et donc, dans ce cas-là, on va obtenir cette image. Alors, quand on fait un seuillage doux, ça revient à faire cette transformation-là, que vous connaissez, je pense, tous. Donc, en termes de traitement d'image, on va parler de seuillage doux. Et quand ensuite, on repasse dans le domaine, donc là, on est dans le domaine des coefficients d'ondelette, on repasse dans le domaine image, et on obtient cette image dans laquelle on ne va plus avoir de bruit. Et donc, vous voyez, on a une série d'opérations qui consistent à prendre notre image, faire la transformer en ondelette, faire le seuillage doux, qui est représenté ici, et faire la transformer en ondelette inverse, et on retrouve notre image restaurée. Alors maintenant, regardons d'un peu plus près cette fonction seuillage. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reconnu, c'est tout simplement le prox de la norme L1 avec comme coefficient le coefficient lambda, qui permet de contrôler là où on va mettre à 0 les coefficients. Et donc, ça peut s'exprimer comme un problème de minimisation, où on va avoir une attache aux données et un terme de pénalisation en norme 1. Alors, l'opérateur proximal, dont je rappelle ici la définition, on va avoir beaucoup de formes closes. Et ça va avoir donc, quand on va vouloir l'appliquer en image, il y a des formes closes qui sont plus particulièrement intéressantes. Donc, le seuillage doux, j'en ai parlé, dans un but de faire du débruitage. On peut avoir aussi le prox associé à des normes hybrides. Donc là, typiquement, une norme 2.1. On va avoir des normes P qui aussi vont avoir des bonnes propriétés quand on va vouloir faire du seuillage, des coefficients d'ondelette. On va avoir le prox de la divergence de Kullback-Leibler qui, elle, va être très utile quand on va avoir des bruits de type poisson. Et on va avoir aussi, par exemple, le prox de normes un peu de ce type-là, de normes par groupe, qui vont avoir des formes explicites. Et un autre prox qui est très utile en image, c'est le prox d'une fonction composée avec un opérateur linéaire. En particulier, dans le cas, alors on sait qu'il va y avoir une forme close pour juste une classe précise d'opérateurs linéaires qui sont, alors L adjoint égale mu identité. On peut aussi étendre ce résultat, alors sous certaines hypothèses en plus sur phi, mais dans le cas ici on va avoir une matrice diagonale. Et ce résultat est particulièrement intéressant en image, en particulier quand on ne va plus considérer par exemple des transformés en ondelettes, mais qu'on va aller regarder des trames ajustées. Et donc cette propriété du prox, on va l'utiliser. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a énormément de prox qui ont été répertoriés, en particulier donc sur les slides, là vous pourrez aller, j'ai mis le lien, sur Prox Repository, donc, qui a été créé par Giovanni Chierchia, Émilie Chouznou, Patrick Combette et Jean-Christophe Pesquet, où en fait, il y a toute une liste de prox qui est répertoriée, avec à la fois quelle est la forme de la fonction, quelle est la forme de l'opérateur proximal, quelle est l'implémentation. Alors pour la plupart, c'est MATLAB, il y a quelques formes Python aussi, et puis la référence, donc c'est très très riche comme site web. Alors une fois qu'on a fait ce genre de remarques, comme quoi le prox, il y avait plein de formes closes, on peut peut-être revenir, et puis en particulier le prox de F composé avec un opérateur linéaire, on va revenir au prox qui nous intéresse plus particulièrement ici. Donc là, si je reprends cette expression, U chapeau égale F étoile prox de lambda norme 1 de FG, parce que j'ai remplacé le soft par le prox de la norme L1, on sait, par des propriétés du prox, on peut le réécrire de cette manière-ci, et par définition du prox, on voit que ça apparaît comme un problème de minimisation avec un terme d'attache aux données et un terme de pénalisation qui fait apparaître la norme L1. Et donc, ce que ça montre ici, c'est qu'avec un problème de minimisation avec attache aux données plus pénalisation, ça peut d'une part se reformuler comme un prox, et puis on est déjà sur une formulation variationnelle avec ces deux termes. Alors,
à partir de cette remarque, il y a eu énormément de travaux qui ont été développés pour dire, finalement, quand on va s'intéresser à des problèmes en images plus complexes, on ne va pas avoir une forme close comme ça de cet opérateur proximal, mais par contre, on peut avoir recours à des opérateurs, aux algorithmes proximaux. Et donc, je vais tout d'abord introduire le type de fonction objectif qu'on va classiquement rencontrer et puis dire quelques mots sur les principaux algorithmes proximaux qu'on va pouvoir utiliser. Alors, donc là, on avait ce attache aux données et pénalisation. Et là, je vais généraliser en fait ce genre de problème de minimisation au cadre des problèmes inverses. Donc, quand on va résoudre des problèmes inverses, on va avoir typiquement des données G, c'est des données qui vont être acquises par un microscope, par une modalité en astronomie, par exemple. Et en fait, ces données G, c'est une version dégradée d'une image originale qui a été dégradée par... en fait, on fait quand même souvent l'hypothèse qu'on va avoir un opérateur linéaire ici et du bruit. Alors, on peut supposer, par exemple, dans un premier temps, que c'est un bruit gaussien. Alors, si on s'intéresse à ce genre de problème, finalement, on retrouve cette forme attache aux données plus pénalisation ici, avec une attache aux données, mais cette fois-ci qui va faire apparaître l'opérateur linéaire de dégradation, et une pénalisation, alors qui peut être une pénalisation en norme 1 ou plus classiquement, ça c'est des pénalisations beaucoup plus anciennes avec P égale 2, une pénalisation de type Tikhonov. Et suivant le choix de P qu'on fait, suivant le paramètre de régularisation qu'on va choisir, on va avoir des restaurations différentes. Donc là, ici, c'est l'exemple type. Vous partez d'une image qui est floue et qui est bruitée. Donc, si vous ne prenez pas en compte ce terme et que vous faites juste la minimisation de ce terme quadratique, vous allez obtenir ce genre de résultat du fait que votre matrice A est mal conditionnée. Ensuite, si vous ajoutez une pénalisation quadratique en prenant P égale 2, vous allez obtenir ce genre de résultat où vous allez avoir des images quand même qui se rapprochent de la vérité avec des comportements assez lisses. Donc ça, c'est... pardon, là, il y a une typo, là, ça devrait être D. D égale identité ou D qui est le Laplacien. Et si vous prenez maintenant une pénalisation qui serait de la forme variation totale, donc qui se rapprocherait d'un P égale 1 ici, avec D qui serait la concaténation d'un opérateur de différence finie horizontale et un opérateur de différence finie verticale, à ce moment-là, vous obtiendrez ce genre de résultat. Alors, ce qu'il faut remarquer sur ce genre de fonction, c'est que cette fonction objectif, elle a de bonnes propriétés, elle a un terme d'attache aux données qui est différenciable. Souvent, donc, on va prendre P égale 1, donc celui-là ne le sera pas, mais celui-là est différenciable, il va être de gradient Lipschitz. En plus, on va avoir une forme close pour l'opérateur proximal associé. Alors, on reviendra sur ce point plus tard, mais une forme close sous condition de savoir calculer cette inverse. Et il se trouve qu'en image, en fait, c'est pas toujours possible, mais partons dans un premier temps qu'on sait le calculer facilement. Et alors, par contre, le problème, c'est qu'en restauration d'image, l'hypothèse de forte convexité, on l'a quasiment jamais, dû à la structure de A. Alors ensuite, là, je vais vous présenter un deuxième exemple de construction de fonctions objectives qu'on va rencontrer. Là, c'est plutôt pour un problème de traitement du signal, mais bon, c'est un problème qui est d'actualité. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc, l'idée, c'est pour estimer le nombre, le fameux R de T, qui va permettre d'évaluer la vitesse de propagation d'une épidémie. Et alors, ce qu'on suppose, c'est que, enfin ça, c'est des modèles qui sont classiques dans la littérature de modélisation des épidémies, on suppose que l'épidémie va suivre un modèle de Poisson. Et donc, ce que l'on observe, donc on veut voir le facteur de propagation, et nous, la seule chose qu'on va observer, c'est par exemple le nombre de contaminations journalières ou le nombre d'hospitalisations journalières. Et ce que l'on peut supposer, c'est que chaque nouvelle infection peut être modélisée comme en fait,
représente le paramètre d'une variable aléatoire Poisson qui prend cette forme, qui dépend à la fois de R de t et de cette quantité qui va modéliser l'effet des jours précédents. Et donc, à partir de ce constat, ce qu'on va pouvoir faire, c'est formuler ce problème d'estimation de propagation d'une épidémie avec un modèle de minimisation d'attache aux données plus pénalisation, où l'attache à données, on va supposer donc qu'il va y avoir une loi de Poisson derrière, et donc ça, on peut se référer à des travaux de Combet et Pesquet qui, dans le cas où on va par exemple avoir une vraisemblance poissonienne, on prend l'antilog vraisemblance, on se ramène à une divergence de Kullback, et donc l'attache aux données va prendre cette forme où ça fait intervenir G qui vont être donc le nombre de cas ou le nombre d'hospitalisations journalières, et ce terme qui va faire intervenir U, qui est la variable qui nous intéresse, la vitesse de propagation, et phi de G, qui justement modélise l'effet des jours précédents. Et donc, si on minimise juste la divergence de Kullback, on va avoir des estimés extrêmement bruités, parce que la manière dont on répertorie les contaminations sont vraiment de très mauvaise qualité. Et donc, on ne peut pas se contenter d'uniquement minimiser la vraisemblance. Et donc, ce que l'on a proposé, c'est de regarder, d'ajouter un terme de pénalisation de la forme L1 sur la dérivée d'ordre 2. Donc, en fait, ce que ça permet de faire, c'est qu'on va modéliser, on va supposer que la vitesse de propagation va avoir un comportement linéaire par morceau. Du coup, ça nous permettra d'une part de lisser, de régulariser l'estimation, et en plus d'avoir un effet un peu prédictif. Alors ici, je vous ai rappelé la définition de la divergence de Kullback. Et donc, voilà le genre de choses qu'on va pouvoir obtenir si après on met en œuvre des méthodes proximales. Donc là, vous voyez, c'est par exemple pour la France, et ici, c'est pour la Belgique. Donc là, on va avoir l'évolution des cas, et puis ici, on va avoir la prédiction de R de t. Donc là, on voit qu'actuellement, le R de t est en train de décroître. Là, vous voyez, cette courbe rouge et cette courbe bleue, ça va correspondre en fait à deux choix de lambda. Si on prend un lambda assez grand, on va avoir tendance à avoir des solutions qui sont linéaires par morceau avec moins de morceaux, et si on prend un lambda petit, on va avoir ce genre de comportement avec beaucoup plus de morceaux. Donc on pourrait voir ça comme un comportement lent versus un comportement une évolution rapide. Une modélisation rapide versus une modélisation lente. Et alors, on a pu aussi faire évoluer ce modèle en regardant aussi alors non plus cette fois-ci en pénalisant uniquement dans le temps, mais en pénalisation dans l'espace. Et à ce moment-là, quand vous pénalisez à la fois dans le temps et dans l'espace, vous êtes capable d'obtenir des quarts d'estimation de France beaucoup plus lissés que si vous estimiez département par département. Donc là, si je reviens sur ce problème, sur ce deuxième problème de minimisation qu'on va rencontrer pour modéliser l'évolution du R de t dans le contexte de l'épidémie Covid, ce qui se passe ici, c'est que là, maintenant, on va avoir une attache aux données qui, elle, va être différenciable, mais qui ne sera pas de gradient Lipschitz. Et d'autre part, par contre, on va avoir une attache aux données dont on sait calculer le prox. Alors, tout ça nous amène à dire que finalement, ce qu'on se rend compte, alors avec des exemples peut-être plus usuels en traitement d'image, résolution de problèmes inverses, mais également sur des problèmes de traitement de signaux, on voit que dans cette thématique large du traitement de signal et des images, on est souvent confronté à des problèmes de minimisation qui restent convexes, qu'on arrive à formuler comme des problèmes convexes, et comme une somme de fonctions qui vont être des fonctions, une composition de fonctions convexes, on suppose semi-continu inférieur moins propre, et puis des opérateurs linéaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant les problèmes qu'on va considérer, parmi les fonctions qu'on peut considérer, il peut y avoir des fonctions où on ne sait uniquement calculer que le prox. Donc au moins là, la question est réglée, ça limite le choix des types d'algorithmes qu'on va utiliser. Donc ça va par exemple être le cas de la divergence de Kullback, ça va par exemple être le cas de la pénalisation L1.
Mais il y a aussi beaucoup de problèmes où on va savoir calculer à la fois le gradient et à la fois l'opérateur proximal. Et là, dans ce cas-là, donc c'est par exemple le cas de la fonction de Huber, le cas de quand on va avoir une attache aux données euclidienne. Et là, on est un peu plus embêté parce que si on regarde un petit peu tout ce qui a été fait depuis, allez, en particulier, on va dire au niveau du traitement d'image, il y a eu beaucoup de développement depuis 2004. Il y a eu énormément donc d'algorithmes proximaux. On va, par exemple, forward-backward, on peut citer Douglas Rashford, ADMM, Primal Dual, enfin tous les algorithmes primordiaux. Alors, bon, il y a plein d'ouvrages, donc il y a l'ouvrage de Boschke et Combet, mais il y a aussi donc, de nombreux articles tutoriels, je pense en particulier, donc il y a l'article tutoriel de Combet et Pesquet, celui de Parikh et Boyd, celui de Chambol-Époque, plus dédié à l'image, celui aussi de Conda et ses collaborateurs, plutôt dédiés aux algorithmes primordiaux. Donc, il y a maintenant, en fait, une quantité d'algorithmes assez incroyable pour finalement résoudre ce genre de problème de minimisation. Et alors, quand on fait du traitement de signal et des images, on est toujours un peu embêté parce qu'on aimerait bien avoir l'algorithme le plus rapide possible. Et on a devant nous tout un panel d'algorithmes et c'est pas forcément évident à savoir. Alors on va dire que si on n'a que des fonctions où on sait calculer le proc, ça limite déjà un peu le choix. Mais si maintenant on peut à la fois calculer le gradient ou on peut calculer le prox, alors là, on a vraiment une quantité incroyable d'algorithmes. Et ce n'est pas évident à première vue de savoir quel sera l'algorithme qui va être le plus efficace. Donc, la manière dont on procède, c'est souvent, on va savoir qu'avec telle propriété, il faudrait mieux utiliser tel algo ou tel algo, mais c'est quand même très empirique. Donc là, je vais venir sur maintenant un problème un peu plus concret que je vais vraiment analyser je vais vous montrer comment on va construire le problème d'optimisation. Et puis après, je vais dérouler jusqu'à les algorithmes et les choix d'algorithmes et ensuite les comparaisons numériques. Et donc, ça permettra de voir d'un point de vue traitement d'image comment on va raisonner. Et en fait, ce problème, il est particulièrement intéressant parce qu'il devient fortement convexe. Et vu qu'il devient fortement convexe, ça limite déjà un peu la classe des algorithmes qu'on peut utiliser. Et en plus, on peut imaginer que, vu qu'on n'a quand même pas beaucoup d'exemples fortement convexes, ça peut être un bon exemple de problème en image qui peut nous permettre de quantifier si les taux théoriques et les taux numériques sont comparables. Alors, donc pour pouvoir vous présenter la fonction objective, j'ai besoin de revenir sur la notion de texture, parce que c'est un problème donc, de segmentation de texture. Donc, j'ai besoin de revenir sur la notion de texture et sur comment on va modéliser la texture et comment ça va se formuler comme un problème d'optimisation. Donc, alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on va parler de texture, on va avoir deux grandes classes de textures, des textures plutôt géométriques, des textures plutôt stochastiques. Alors, si c'est des textures géométriques, on va supposer qu'elles vont être périodiques. Et si on a des textures stochastiques, on va pouvoir faire, par exemple, l'hypothèse qu'elles sont invariantes d'échelle. Alors, là, je vais vous présenter des signaux. Donc, c'est comme si on imaginait qu'on faisait une coupe dans notre image. Et ça nous donne ce genre de signaux. Donc, si on a un signal qui est sinusoïdal, on va typiquement, donc là, c'est un signal sinusoïdal où on va avoir deux fréquences caractéristiques. Et si on fait une représentation de la puissance en fonction des puissance-fréquence, on va voir deux fréquences caractéristiques qui sont associées à ce signal. Alors, si on rajoute du bruit, on voit encore les fréquences caractéristiques, mais on voit qu'elles sont un peu noyées dans le bruit. Et si maintenant on génère un signal avec des propriétés d'invariance d'échelle, qui va avoir cet aspect bruité, mais dans lequel on va avoir créé le signal pour qu'il y ait une invariance. Si on regarde maintenant le comportement fréquence-puissance, on voit qu'il y a cette pente caractéristique. Et alors, tout l'enjeu, quand on va vouloir faire de la segmentation de textures, en supposant que nos textures sont invariantes d'échelle, c'est qu'on va supposer que pour deux textures différentes, la pente va changer. Et tout l'enjeu sera donc de détecter ces pentes H1 et H2 en chaque position de l'image. Alors,
ce que l'on voit, c'est que ici, là, pour avoir cette pente, j'ai utilisé l'information de l'ensemble du signal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on prend une image, si on a des propriétés d'invariance d'échelle uniforme dans toute l'image, on prend l'ensemble de l'information au niveau de toute l'image et ça va nous donner plutôt, on va pouvoir réussir à récupérer une pente assez précise. Par contre, quand on va vouloir mesurer ce comportement de façon beaucoup plus locale, on va avoir beaucoup moins d'informations et ça va devenir beaucoup plus difficile. Alors pour faire ça et pour avoir un estimateur qui sera quand même de bonne qualité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va on va utiliser les transformers en ondelettes que je vous ai présentés tout au début. Donc on va partir de notre image G. Cette image G, on va en faire la transformer en ondelettes, ça va nous donner nos coefficients d'ondelettes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez, on va regarder cette représentation, ça correspond à les coefficients à la première échelle qui sont représentés ici, les coefficients à la deuxième échelle qui sont représentés là, et ainsi de suite. Et la quantité qu'on va récupérer et qui va nous permettre d'accéder à l'invariance d'échelle, c'est ce qu'on appelle les log leaders. Donc, on va prendre la valeur absolue des coefficients d'ondelette, on va prendre le suprémum dans un certain voisinage spatial et à travers toutes les échelles qui seront plus fines, et ça va nous donner une quantité qu'on va noter Lj de k, donc L à l'échelle J et à la position spatiale K. Donc maintenant, on ne va plus travailler sur l'image, mais on va travailler sur une représentation, une transformée non linéaire de cette image. Dans la littérature, ce que l'on trouve, c'est qu'en fait, ces log leaders vont être reliés au coefficient de pente h par cette relation. Et donc, ce que l'on propose, c'est, donc là, vous voyez, si on prend le log des leaders, on va avoir log de L qui va être relié à cette quantité, log de S, et log de H. Pardon, et H. H, la pente, et en fait, log de S, c'est une quantité qu'on va pouvoir relier finalement à la variance locale dans une image. Et donc, ce que l'on va faire dans la suite, c'est qu'on va minimiser l'erreur entre les coefficients log J de K et Vn plus J de Hn. Donc, on arrive à un terme d'attache aux données qui va avoir cette forme-là. Les log leaders moins Vn plus JHn. Donc, vous reconnaissez ici un terme quadratique avec une matrice A fois un vecteur. Donc, si on reprend notre notation du début là, qui s'appelait U, cette fois-ci, c'est la concaténation de la variance locale et de la régularité locale, moins les log leaders. Donc, avant, on faisait A de U moins G. G correspondait à notre image bruitée, X, l'image que l'on cherchait par exemple à débruiter, et A, la transformée linéaire. Ben là, A, c'est une quantité qui va être liée à la régression à travers les différentes échelles. U va être relié à V et H, les quantités qu'on cherche à estimer, et ce qui étaient les données bruitées vont correspondre au log leader. Et donc, on va chercher à estimer le V et le H qui minimisent cette quantité-là. Alors, si on fait juste cette minimisation, en fait, on ne va pas avoir de bonnes estimées, donc on va faire comme on a fait précédemment, on va ajouter un terme de pénalisation. Mais là, on va se concentrer encore un peu plus sur ce terme d'attache aux données, parce que ce terme d'attache aux données, il va avoir en fait plein de bonnes propriétés. Donc, on voit qu'il est différenciable, il va être de gradient Lipschitz, et en plus, on va pouvoir en calculer l'opérateur proximal. Alors, on le voit assez facilement parce que, vous voyez, on peut l'écrire sous cette forme-là, comme le prox d'une norme 2 de A d'un vecteur U moins log de L. Donc, ça, c'est la forme typique du prox dans ce contexte-là. Et alors, ce qu'il faut regarder ensuite de plus près, c'est quelle est la tête de A étoile A. Alors,
A, je vous l'ai rappelé ici, donc c'est une matrice, sur la première colonne, ça contient que des 1, et sur la deuxième colonne, ça contient de 1 à J, qui correspond aux différentes échelles. Et donc, A étoile A, ça va être une matrice de taille 2 par 2, qui va correspondre à 4 coefficients R0, R1, R1 et R2, qui sont exprimés ici, et qui dépendent, voilà, qui sont la somme des JN. Ensuite, l'autre quantité ici qui nous intéresse, c'est A étoile log des log leaders. Et là, c'est pareil, en fait, ça revient à faire, vous voyez, la transposée de cette matrice fois les log leaders. Donc, en fait, c'est quelque chose de très simple à calculer. Alors, l'autre propriété qui va nous intéresser sur cette attache aux données, c'est qu'on va avoir un terme d'attache aux données qui est fortement convexe. Alors, encore une fois, ça vient de la structure si spécifique là, du A étoile A, qu'on peut écrire de cette manière-là. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, cette constante de forte convexité, elle va dépendre des échelles sur lesquelles on fait les régressions. Alors, là, c'est peut-être pas assez clair, il y a un J1 ici qui apparaît et un J2. Alors en fait, ce J1 et ce J2, ils vont apparaître quand on va faire la régression. On peut faire la régression, par exemple, entre la première échelle et une échelle grand J, mais on peut aussi faire une régression entre l'échelle 2, mettons, et puis l'échelle grand J, où on peut s'arrêter avant. Alors plus on va avoir des grandes images, plus on va avoir la possibilité d'aller sur des échelles, choisir un grand J qui sera grand. Donc on peut avoir cette marge de manœuvre-là. Et donc la constante de forte convexité va être liée à ces échelles. Voilà, donc on a un attache aux données donc, qui est différentiable de Graham-Schitz, fortement convexe, et en plus, du coup, elle va avoir, on a une forme. Alors, l'autre chose qui est importante, c'est qu'on sait calculer la conjuguée de cette fonction. Donc ici, je vous donne l'expression, je ne vais pas la détailler plus. Donc tout ça, c'est donné dans l'article, tout est donné dans l'article avec Barbara et Patrice. Enfin, si, je crois que j'ai mis la preuve ici, mais bon, donc vous passez par la définition de la conjuguée de Fenchel, et en fait, en déroulant assez simplement, vous obtenez donc ce résultat. Donc là, si je résume, donc c'est une fonction, le critère qu'on va vouloir minimiser à la fin pour résoudre notre problème de segmentation de texture, c'est minimiser cette attache aux données que je vous ai largement présentée, plus une pénalisation. Alors la pénalisation, vu qu'on veut faire de la segmentation de texture, ce qui veut dire qu'on va vouloir avoir des zones homogènes, des zones où la régularité locale et la variance locale vont être homogènes. Donc pour faire ça, on va appliquer un opérateur de variation totale sur V et sur H. Alors soit on peut les appliquer de manière séparée, soit on peut les appliquer conjointement pour favoriser des contours qui seraient localisés au même endroit. Et donc tout ça, ça va jouer au niveau de ce terme de pénalisation. Alors là, on va avoir plutôt, justement, alors ça c'est vraiment, si on veut faire de la segmentation, c'est là où on va vraiment avoir besoin d'un terme qui sera L1, et non pas une version peut-être approchée du L1 type Uber. Donc là, on est dans un cas où on veut vraiment du L1. Et en fait, en minimisant ce critère, ça a beaucoup d'avantages parce qu'on sait d'une part combiner finalement l'estimation et la segmentation. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de méthodes de segmentation de texture, ce qui est fait, c'est qu'on va d'abord extraire des descripteurs et ensuite on met ça dans un algorithme de segmentation. Ici, on fait les deux en même temps. Et donc, on se doute bien, en particulier au niveau des frontières, qu'on va améliorer en fait l'estimation parce que vu qu'on estime les descripteurs en même temps qu'on regarde où se mettent les contours, ça va améliorer les choses. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on fait en plus, c'est que là, on intègre non pas juste le descripteur qui va correspondre à la pente et donc à la régularité locale, mais on va aussi intégrer un descripteur qui sera un descripteur de variance. Donc, on va estimer ces deux descripteurs liés à la texture. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, on a un terme d'attache aux données fortement convexe, on a forme close de l'opérateur proximal. Et vu qu'on sait calculer le phi étoile, la conjuguée, la fonction conjuguée de l'attache aux données, on va pouvoir faire une formulation duale de ce problème de minimisation. Voilà. Donc, ça nous
c'est quand même un problème assez riche et assez adapté à pas mal d'algorithmes enfin, assez adapté, assez flexible pour envisager plusieurs solutions algorithmiques. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme solution algorithmique? Alors, je serais preneuse de tout commentaire si les choix n'étaient pas pertinents. Mais en tout cas, bon, nous, ce qu'on a choisi, c'est que vu qu'on avait une fonction qui était fortement convexe, on a voulu envisager des algorithmes où il y avait des garanties un peu plus fortes, voilà, où on pouvait exploiter un peu plus la forte convexité. Donc, on est allé d'une part vers l'algorithme de Chambol-Poc, qui est une version dans laquelle il y a une version où on peut intégrer la constante de forte convexité. Et d'autre part, on a implémenté, en formulant donc ce problème dans le dual, on a implémenté FISTA, donc dans la version non pas de Beck et Boole, mais dans la version Chambol et Dossal. Donc bon, là, je vais passer quand même rapidement sur les algorithmes. Mais bon, ici, c'est pour l'algorithme primal dual, où vous allez reconnaître le prox de la fonction d'attache aux données, le prox de la pénalisation, et on reconnaît donc l'opérateur linéaire D, ici, qui se retrouve, donc là, c'est le D adjoint, et ici, le D. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous reconnaîtrez les itérations. Et il y a la constante de forte convexité qui apparaît ici, qui permet en fait d'avoir ces pas là qui vont s'adapter. Tous les pas en fait, pardon. Non pas juste cette constante-là, mais surtout le pas de chacun des prox aussi. Et donc, on va pouvoir faire la même chose alors avec FISTA. Alors ça, c'est une version de FISTA sur le dual. Alors là, vous voyez qu'on va reconnaître... bon, en fait, là, on a directement déroulé le gradient. En fait, ça fait intervenir le gradient on va voir notre attache aux données du coup qui va être L2. En fait, on va prendre la fonction conjuguée avec ça et on va calculer le gradient de cette fonction conjuguée. Et dedans, il va aussi avoir l'opérateur linéaire D qui provient de la pénalisation. Et donc, ça va être le gradient, il va être lié à cette étape-là. Alors, si on compare, donc bon, voilà, on a ces deux algorithmes, on a essayé de prendre un maximum en compte la structure de notre critère. Et donc, on peut maintenant implémenter ces algorithmes et puis les comparer. Donc, on a un critère d'arrêt qui est le même pour les deux implémentations. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut qu'on ait un critère d'arrêt qui soit quand même assez fin, parce que quand on va faire des problèmes comme ça de segmentation de texture, en fait, si on veut vraiment des résultats qui soient vraiment constants par morceau, on a besoin de faire vraiment un grand nombre d'itérations et on a besoin d'un critère d'arrêt assez précis. Donc, c'est ce qui va expliquer, pour ceux qui ont peut-être l'habitude des temps de calcul, des temps de calcul qui vont être relativement longs. Et d'ailleurs, ces temps de calcul vont être d'autant plus longs que le lambda, le paramètre de régularisation lambda, va être grand. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus rencontrer en segmentation de texture qu'on va rencontrer en problème en traitement d'image, parce qu'en traitement d'image, souvent, le paramètre de régularisation il peut être relativement faible, donc on converge assez rapidement. Mais quand on va faire justement ces problèmes de segmentation de texture, on va avoir quand même des zones homogènes qui seront un peu plus larges. Dans ce cas-là, il faut prendre des paramètres de régularisation plus grands et on va avoir donc des temps de convergence plus longs. Et donc, là, j'ai zoomé sur, on va regarder ce résultat en particulier qui est lié au problème d'optimisation que je vous ai montré. Alors, ici, il y a plusieurs implémentations. Il y a une implémentation de forward-backward sur le dual sans l'accélération via FISTA. Donc là, il y a FISTA sur le dual. Il y a l'algorithme primal dual sans la forte convexité et avec la forte convexité. Et à chaque fois, on compare en nombre d'itérations et en temps de calcul. Alors, ce qu'on voit, c'est que en fait, quand c'est marqué supérieur à 250, c'est qu'en fait, le nombre d'itérations était déjà supérieur à 250 et qu'on considérait que c'était déjà trop. Et donc, finalement, quelque part, ce genre de solution n'est pas exploitable. Donc, on voit que si on n'exploite pas les accélérations, donc soit dues à FISTA, soit dues à la prise en compte de la forte convexité, finalement, on n'arrive pas à avoir les résultats dans un nombre d'itérations raisonnable. Et là, ce que l'on voit, c'est que la méthode
basé sur l'algorithme primal dual avec forte convexité va conduire à des résultats en un temps plus faible. Alors, juste pour redire quelque chose, l'algorithme primal dual, c'est justement celui qui va utiliser que des prox, alors que Fista, lui, va utiliser gradient et prox. Donc là, sur ce genre de résultats, on aurait tendance à dire prox, une méthode basée prox donne de meilleurs résultats qu'une méthode basée gradient. Alors, en termes de temps de calcul, on va avoir à peu près les mêmes conclusions. Et ça, c'est pour en fait 2 configurations, c'est pour 2 types de textures différentes. Et on va avoir en fait les mêmes conclusions. Alors ici, juste quand même pour la petite histoire, en fait, ce critère, on l'a développé parce qu'au début, le premier critère qu'on avait proposé pour faire de la segmentation de texture n'avait pas une attache aux données qui était fortement convexe. Et clairement, quand on a voulu traiter des données que je vais vous présenter après au laboratoire de physique, des données d'écoulement de fluide, où on va avoir du gaz et du liquide, et on veut distinguer les 2 phases, c'est des volumes de données tellement grands qu'en fait, des méthodes qui n'exploitaient pas la forte convexité n'étaient pas applicables. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu retravailler sur comment modifier la tâche aux données pour avoir quelque chose qui ensuite était applicable, qu'on peut mettre en œuvre sur nos données réelles. Et donc là, je vous présente sur quelques données tests, parce que c'est toujours quand même bien d'avoir une vérité terrain et de voir ce que l'on donne avant d'aller sur des données réelles. Donc là, c'est le masque. Là, c'est les données de texture qu'on va considérer. Donc, vous voyez, là, on a des textures qui sont différentes dans cette zone, et puis dans celle-là, par rapport au fond. Et ça, c'est le masque qu'on voudrait retrouver. On suppose que c'est ces différentes zones là qu'on veut identifier par rapport au fond. Ça, c'est des images en fait qui ressemblent très fortement aux images de texture qu'on va voir analysées ensuite. Donc ça, c'est une méthode qui serait basée sur j'extrais d'abord la régularité locale et ensuite je fais une méthode de segmentation. Ça, c'est une méthode qu'on peut trouver dans la littérature pour faire de la segmentation de texture, et ça, c'est la méthode que l'on propose. Et donc, vous voyez ce que je vous expliquais au niveau des contours, comme quoi le fait d'intégrer les descripteurs dans le problème d'optimisation, on voit qu'on gagne nettement sur le contour qu'on fait. Et donc, si ensuite, dans le problème de physique, on va s'intéresser au périmètre, à la mesure du périmètre de ces contours, et là, on voit qu'on va gagner significativement. Donc là, c'est le genre de résultat qu'on va obtenir sur les données d'écoulement multiphasique. Vous voyez en vert, là, en fait, ça va correspondre au... Donc ça, c'est des images, la couleur n'est pas vraie, hein, les images, normalement, sont en noir et blanc. En vert, là, on va plutôt avoir le liquide, et en bleu, ça correspond au gaz. Donc si on fait un zoom, ça correspond à ça. Et là, c'est si on compare différentes méthodes de la littérature versus la méthode qu'on va proposer. Et donc, je réinsiste sur le fait que là, on est quand même sur des images qui doivent être de l'ordre de 3000 par 2000. Et quand on va vouloir faire cette analyse, non pas sur une image, mais déjà le faire sur donc toute une image d'écoulement. Donc, c'est une série temporelle d'images de taille 2000 par 3000. Et après, ce n'est pas tout. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, ce qu'on veut ensuite faire, c'est faire un diagramme de phase pour voir comment cet écoulement, en fonction de différentes configurations d'injection du gaz, va évoluer. Donc on est vraiment sur un gros volume de données, et si on n'a pas une méthode suffisamment rapide, on ne peut pas avoir des conclusions fiables sur l'analyse qu'on cherche à mener sur l'étude de l'écoulement. Ça, c'est juste un dernier résultat sur si on regarde en fait les résultats de la collaboration versus des résultats qu'ils avaient obtenus avant. Donc là, vous voyez qu'en termes de contours, on est sur des contours quand même beaucoup plus lisses, et donc on va réussir à bien mieux estimer tous les paramètres de la physique qui les intéressent. Donc là, pour finir sur cette partie, donc là, on a proposé une méthode rapide qu'on a pu appliquer à des problèmes large échelle. Donc, on a comparé 2 algorithmes plutôt basés complètement prox, basés gradient prox. Et donc, ce qu'il apparaît dans nos tests, c'est que les méthodes basées gradient sont plus rapides par rapport à des méthodes basées proximales sont plus rapides par rapport à des méthodes basées gradient. Donc, il y a une toolbox là qui est disponible pour regarder, pour faire ce genre de test. Alors, bon, là, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on arrive à ce niveau-là et que la seule chose qu'on peut dire, c'est que numériquement, ça se compare mieux. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec Louise, c'est de se poser la question, alors on a voulu déjà commencer par un problème plus simple, pour savoir est-ce qu'on pouvait dire un peu plus de choses sur ces comparaisons prox versus grade sur des problèmes peut-être plus simples. Alors tout d'abord,
le problème qu'on a considéré, c'est un problème où on va avoir une somme de deux fonctions, f plus g. Alors, ce qui se passe, c'est que donc on peut, dans la littérature, il y a un article récent donc, de Combet et Glaudin qui, justement, montre qu'on va pouvoir... donc, c'est des comparaisons numériques, mais ouais, ou dans lesquelles on va avoir des comparaisons forward-backward, et puis Douglas-Rashford, et puis après des comparaisons avec d'autres algorithmes, où sur l'ensemble de leur simulation, ils montrent que l'opérateur proximal va être avantageux. Donc, c'est des simulations du même type que ce que j'ai présenté avant, sauf que c'est plutôt dans un contexte problèmes inverses. Et en plus, dans leur article, ils listent toute une série de fonctions où on va à chaque fois pouvoir avoir la forme close du prox et la forme pour lesquelles on sait calculer le gradient. Et alors, donc là, ça reste des comparaisons numériques. Alors, savoir quel est le meilleur algorithme, ça reste donc une tâche très compliquée. Alors, une solution, dans le cas où on va être fortement convexe, c'est d'utiliser les taux de convergence numérique que la littérature va nous fournir. Alors, bon, ce qui se passe, c'est que donc, dans la littérature, il y a, donc, dans chaque article, on va trouver, par exemple, un taux de convergence pour l'algorithme Douglas-Rashford, pour forward-backward. Et c'est assez, à chaque fois, il va falloir creuser pour regarder si ces taux coïncident bien avec les hypothèses qui sont associées à notre problème. Et donc là, ce qu'on a fait avec Louis, alors je vais vous présenter juste quelques résultats de l'ensemble de notre article, mais qui sont vraiment dédiés au cas où on va minimiser ce genre de fonction dans un cadre spécifique de f et g. Et alors, bon, ce qu'il faut voir, c'est que dans la littérature, il y a déjà beaucoup de résultats qui existent. En particulier, vous allez avoir des taux de convergence assez fins dans toutes ces références-là, donc surtout pour forward-backward et pour Douglas-Rashford. Et alors, il y a aussi des taux de convergence qui existent, alors plutôt basés sur des hypothèses KL, des fonctions. Alors, le problème, c'est qu'en pratique, c'est souvent assez difficile de calculer ces exposants KL. Alors, peut-être que vous me contredirez. Alors ensuite, nous, ce qu'on s'est intéressé à comparer avec Louis, c'est qu'on a pris donc, les méthodes les plus usuelles, méthode de gradient, algorithme du point proximal, forward-backward. On a aussi regardé Pisman-Rashford et Douglas-Rashford, sachant que Pisman-Rashford, là, dans le contexte qu'on a regardé, il peut être utilisé parce qu'on va avoir une somme de deux fonctions qui, toutes deux, vont être différenciables et de gradient Lipschitz. Et par contre, il n'y en a qu'une seule qui va être fortement convexe. Donc voilà le problème qu'on considère. Alors le problème qu'on considère, un exemple particulier, c'est celui-là. On va avoir une attache aux données quadratique et on va avoir une pénalisation de type Huber, alors sur L qui sera typiquement l'opérateur de différence. Donc là, on va être sur un problème de débruitage 1D où on va vouloir, je ne sais plus si j'ai pas mis d'exemple, débruiter un signal qui serait constant par morceau. Mais au lieu de prendre la normale 1, on va prendre Huber. Et donc, alors on regroupe ça dans un article avec Louise, dans le cas spécifique là, des fonctions. Donc, bon, il y a pour certains exemples, il y a des preuves un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans la littérature. Mais donc, on a donc, ça, c'est un taux qui est bien connu dans la littérature pour la descente de gradient. Il va faire intervenir à la fois donc, la constante de Lipschitz de F, la constante de Lipschitz de G et la constante de forte convexité, ρ. Et le paramètre de descente pour lequel on va obtenir le taux optimal, c'est celui-ci. Alors ensuite, on a ce résultat dans le cas du forward-backward, où on va reconnaître la même chose. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que si on n'a plus la fonction qui est... On voit quand la fonction est fortement convexe, imaginons qu'on ait un ρ qui soit tout petit, on voit que le paramètre taux à choisir, il est en gros, il va être proche il faudra qu'il soit strictement inférieur à 2 sur la constante de Lipschitz, qui est justement ce qu'on choisit numériquement.
Alors ensuite, là, c'est forward-backward, mais si au lieu de faire, vous voyez, le prox sur G, on le fait sur F. Donc, sachant que F, c'est la fonction qui est fortement convexe, suivant si on fait le prox sur la fonction fortement convexe ou suivant si on fait le prox, le gradient sur la fonction fortement convexe, on ne va pas avoir le même type de résultat. Et donc là, on a le taux de convergence et le pas pour lequel on obtient le meilleur taux de convergence. On va pouvoir avoir le même type de résultat pour Pisman-Rashford, pour Douglas-Rashford. Et alors ici, ce qu'on s'amuse à faire, c'est de regarder pour différentes valeurs de alpha, bêta. Donc alpha, bêta, ça va être lié aux constantes de Lipschitz. Rho, ça va être lié à la forte convexité. Et pour différentes valeurs, alors celles-là, c'est celles plutôt qui vont se rapprocher du contexte des bruitages constants par morceau. Et on va obtenir ce genre de comparaison. Alors on voit que Pisman-Rashford, à chaque fois, a un très bon comportement. Donc là, c'est en fait, donc là, ce qui nous intéresse sur ces schémas, c'est surtout les fonctions qui sont continues. Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces bornes théoriques aux résultats numériques. Alors, pour ce faire, on va prendre notre problème de minimisation et alors, on va soit employer la méthode de descente de gradient, donc là, les deux fonctions sont lisses, donc on va pouvoir le faire facilement. Ici, on va faire forward-backward. Donc, forward-backward, on va appliquer le gradient sur G et le prox de cette fonction. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire l'inverse. On ne peut pas calculer le prox de ce terme-là parce qu'on n'a pas justement la propriété que elle est toile et quelle identité dans le contexte où elle, c'est l'opérateur de première différence. Alors ensuite, on va faire une seconde formulation où on va splitter ce terme en deux. En prenant, en gros, sur elle, on va prendre une ligne sur deux. Et on va pouvoir le splitter comme ça en deux termes. Et alors l'intérêt, c'est que justement maintenant, pour cette quantité, on peut à la fois calculer le gradient et calculer le prox. Et donc, vu que là, on ajoute un terme quadratique, on peut à la fois calculer le gradient de ce terme-là ou le prox. Et ce terme reste fortement convexe. Et donc là, on va pouvoir s'amuser à regarder les différentes configurations de forward-backward, Pisman-Rashford ou Douglas-Rashford. Et voilà le type de résultat du coup que l'on va obtenir. Donc là, on va partir typiquement de vous voyez ce signal très bruité là, qu'on voit en gris derrière. Et en noir, c'est l'image originale, enfin le signal original qui est constant par morceau, qui est celui auquel on voudrait arriver. Et ce que l'on représente après avec différentes couleurs, c'est les différentes méthodes implémentées. Et on représente après 10 itérations, 100 itérations, 1000 itérations. Donc on voit qu'à 1000 itérations, elles vont toutes converger. Mais on voit qu'à 100 itérations, en gros, il n'y a que Pisman-Rashford et Douglas-Rashford qui ont déjà convergé. Et l'autre remarque qu'il y a à faire ici, c'est qu'on voit que là, on a fait avec du Huber. Et vu qu'on fait avec du Huber, si on prend un paramètre de Huber qui n'est pas assez grand, vous voyez, on va obtenir ce comportement quand même un peu lisse, qui n'est pas le constant par morceau qui nous intéresserait. Donc on verra après avec un autre paramètre de Huber ce que ça va donner. Alors ensuite, ici, c'est les résultats. Alors à chaque fois, là, on va comparer le taux de convergence. Excusez-moi, le taux de convergence théorique avec le taux de convergence numérique. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les deux, dans ce cas d'étude particulier, sont vraiment, vraiment très, très proches. Donc, on voit que toutes les bornes là, qui ont été utilisées sont des bornes très tight dans le cas considéré. Et donc, on voit bien que Pisman-Rashford est un peu meilleur que Douglas-Rashford, qui est largement meilleur que les forward-backward et que le gradient. Alors, là, avec ce genre de courbe, pour nous, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on aurait, grâce aux bornes théoriques, en plus, là, on les a fait tourner avec le paramètre de pas optimal, qui permet d'avoir donc le meilleur taux de convergence. Et donc, ça veut dire que si on a un problème de traitement du signal d'image, sur lequel on connaît la forte convexité, la constante de Lipschitz, il nous suffit, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire tourner tous les algorithmes, on regarde les taux et on est convaincu on sait assez rapidement quel est l'algorithme à mettre en œuvre.
Alors, on a le même genre de résultat maintenant si on prend un mu qui est beaucoup plus petit. Donc, le mu, c'est le paramètre associé à Huber qui permet de se rapprocher d'une norme L1. Donc là, on voit qu'on a des résultats qui vont être beaucoup plus constants par morceau dans ce contexte-là. Et on voit que si on se rapproche d'un terme de type L1, donc Douglas Rashford et Pisman Rashford sont encore plus rapides. Et puis, on a vraiment cette fois-ci un écart considérable avec les méthodes de gradient. Ce qui est assez logique parce que la constante de Lipschitz va dépendre du paramètre de Huber. Donc, si je conclus sur cette partie, ce qu'on a pu observer donc à la fois numériquement et théoriquement, c'est que Douglas Rashford et Pisman Rashford avaient vraiment des comportements bien meilleurs. Alors encore attention, on est dans un cadre quand même très spécifique où tout est différenciable de gradient Lipschitz et où on a la forte convexité de la tâche aux données. Alors on a mais bon, encore une fois, on a quand même le prox qui va gagner par rapport aux méthodes de gradient. Ensuite, on voit que les taux de convergence à chaque fois vont impliquer donc forte convexité, paramètres de régularisation, constante de Lipschitz. Et c'est vrai que, en particulier le paramètre de régularisation, c'est vrai que c'est bien de voir comment il va impacter en fait dans ces bornes, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important et suivant les problèmes, ce que j'ai expliqué avant, suivant les problèmes d'image ou de signal qu'on considère, le paramètre va impacter, on peut avoir vraiment des valeurs faibles ou des valeurs vraiment très grandes. Et alors, donc ça, c'était pour la conclusion sur une partie du travail qu'on a fait avec Louis. Et là, c'est plus une conclusion générale qui est de dire, donc très bien, bon, déjà d'une part, dire qu'en fait, en signal, on n'a jamais de problèmes qui sont fortement convexes. En fait, finalement, c'est pas vrai. Il y a que ce soit des problèmes de débruitage constant par morceau, linéaire par morceau. Donc, je vous ai montré l'exemple voilà, de ces signaux là, constants par morceau. On en a plein dans des problèmes qu'on va traiter en physique. Des signaux linéaires par morceau, pareil, on en a énormément. Et donc, ça peut se formuler comme un problème assez simple. Et plus on a un algorithme rapide, eh ben, plus on est satisfait. D'autant plus que plus on a l'algorithme rapide, plus l'expérimentateur va avoir envie de l'utiliser. Ensuite, et puis c'est également vrai aussi pour cet exemple de texture, de segmentation de texture, qui est un exemple quand même, qui est un problème quand même beaucoup plus compliqué et pour lequel on arrive quand même à construire un exemple forcément convexe. Alors après, le problème, c'est que bon, ça existe, mais c'est vrai qu'il va y avoir, alors il y a plusieurs problèmes. D'une part, ce qui se passe, c'est que ces conclusions visent à dire: «Vaut mieux utiliser le prox que le gradient». OK, très bien. Sauf qu'en image, il y a beaucoup de cas où le prox, on ne va pas savoir le calculer. En particulier, rien que dans le cas où on va avoir, L2 de A de X moins Z. Parce qu'en fait, on ne va pas forcément toujours savoir, inverser, efficacement, cette quantité. Soit par la dimensionnalité. Alors, il y a des exemples, bon, typiquement, si on a une convolution, on sait le faire très efficacement parce qu'on sait que c'est diagonalisable dans Fourier, donc on sait l'inverser facilement. Mais là, par exemple, je vous donne des données là, qu'on a récemment traitées, qui sont des données qui viennent d'analyse d'environnement circonstellaire. Ben là, clairement, on est dans un cas où le A, ça va être une concaténation de plusieurs opérateurs linéaires qui vont être des opérateurs de décimation, des opérateurs de flou, des matrices de poids et du coup, c'est pas forcément si compliqué, ça peut être que 3 opérateurs, mais à la fin, d'une part, c'est un grand volume de données et à la fin, on ne va pas pouvoir inverser facilement à plus identité. Et alors, je ne sais bon, je vais passer rapidement sur ce point, je ne sais plus ce que je voulais dire sur ça. Ensuite, le dernier point sur ma conclusion, c'est de dire que Heu, le le problème aussi, c'est que comme dans le cas des environnements circonstellaires que je vous ai mis juste ici, heu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de cas où c'est pas fortement convexe et là, quand il va falloir choisir entre les différents algorithmes, on va pas vraiment avoir d'intuition et donc ça reste un problème pour nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis, je serai ravie de répondre à vos questions.